Bonjour les enfants, le bac 2023 de français a eu lieu, vous sortez de l'épreuve écrite et vous n'êtes pas sûr du résultat que vous avez produit, ce qui est normal. Alors cette vidéo est faite pour vous. Cette année, le texte à commenter appartenait à ce qu'on appelle la littérature d'idées, mais nous verrons qu'il s'éloigne fortement de cette appellation qui, je le rappelle, ne regroupe pas un genre particulier. Et donc que l'extrait relevait plus de la poésie, de la sensibilité, de l'affect, que de la réflexion, c'est-à-dire du concept. Le paratexte mettait en valeur cette apparente contradiction par la sommaire présentation qu'elle faisait de l'auteur. On y rappelait que Diderot est avant tout connu pour son statut de philosophe des Lumières et son rôle de maître d'œuvre de l'encyclopédie. Mais on précisait aussi que cet homme de raison officie dans ses salons en tant que critique d'art. Ce n'est donc pas le Diderot rationaliste, pour peu qu'il l'ait été, auquel on a affaire, mais le Diderot sensible, le Diderot esthète. Ses écrits sur l'art sont connus pour être annonciateurs de l'esthétique romantique. Il y opère un retour au moi, mettant l'accent, comme on le verra dans le texte, sur l'émotion. La critique d'art appartient bel et bien à la littérature d'idées, dans la mesure où elle se propose de partager une vision particulière de l'art et propre. Cet exercice, comme son nom l'indique, critique, consiste à rendre compte des expositions organisées tous les 2 ans par l'Académie royale de peinture et de sculpture. Les critiques de Diderot étaient ainsi publiées dans un journal. On pouvait considérer donc que ce sont des articles. Une critique de tableau peut se résumer à 2 objectifs, voire 3. D'abord, donner à voir l'œuvre. Il s'agit de diriger le regard pour que le lecteur puisse se l'imaginer. Deuxièmement, l'analyser, cette œuvre, avoir une approche plutôt rationnelle, critique, et surtout, alors ça c'est le plus, si j'ose dire, de Diderot, partager l'émotion qu'elle suscite. Et nous verrons que c'est surtout sur ce 3e point, plus novateur, que Diderot met l'accent pour décrire, comme il était bien précisé, un tableau d'Hubert Robert, la grande galerie antique éclairée du fond, qui est exposée au Louvre. Alors, plutôt que de faire un corrigé trop fouillé qui fermerait trop de portes d'interprétation et qui vous donnerait l'impression d'avoir échoué, je vous propose, dans un premier temps, de mettre en évidence les quelques principaux enjeux de cette critique. Je proposerai ensuite un plan, mais je précise qu'il n'aura rien de définitif et ne sera donc que l'expression d'un agencement possible, sachant que vous aurez pu agencer autrement. Déjà, il fallait remarquer que cette critique de tableau d'Hubert Robert se faisait à la première personne. Loin d'adopter une quelconque neutralité analytique, Diderot en revient à sa subjectivité. L'accent est donc plus mis sur l'observateur, sur, comme il est dit à la ligne 1, sur ses idées qui se réveillent, que sur l'œuvre observée en elle-même. Son but est résumé à la ligne 15 avec l'expression métonymique « je sonde mon cœur ». Les marques de première personne saturent le texte pour faire parler tout à la fois son âme et son cœur. L'œuvre est donc intériorisée et c'est au présent que l'écrivain rend compte de l'effet qu'elle produit sur lui. Conséquemment, il était intéressant de souligner la place importante que prennent les sens dans ce texte. La vue était bien sûr convoquée, c'est mieux pour un tableau. Le champ lexical de la vue et les verbes de perception, comme je jette les yeux, j'y vois, en témoignent. Mais d'autres sens étaient activés par la contemplation de ce tableau qui devient vivant. L'ouïe était donc évoqué à la fin. Le son du silence, si je puis dire, permettait au jeu de décharger ses sentiments. Quant au toucher, il apparaissait par petites touches, avec notamment l'évocation de la matière, un faible tissu de fibres et de chair à une loi générale qui s'exécute sur le bronze, à la ligne 8, le verbe « je frémis » ou encore presque le goût, je goûtais toute la douceur à la ligne 20. Avec ces 2 premiers enjeux, on peut plus précisément cerner la méthode critique adoptée par Diderot pour rendre compte du tableau dont je parlerai plus en détail après. Cette méthode consiste à vivre la peinture, à habiter le tableau,
L'auteur brise la frontière de la toile et rentre ainsi dedans, comme s'il en était une figure. Il n'est pas seulement un observateur, mais un acteur. Cette opération est rendue possible par la force d'imagination de son esprit. Les phrases à la modalité exclamative sont un premier signe de son investissement, notamment émotionnel. De même, les déterminants démonstratifs donnent l'impression que les objets, je cite, l'entourent à la ligne 4, et qu'il fait le geste, précisément, de montrer ce rocher, cette forêt, notamment. L'anaphore du présentatif, c'est la queue dans le deuxième paragraphe, retranscrit sa volonté de s'ancrer dans l'espace de la toile qu'il réinvente plus qu'il ne décrit. Tandis que l'anaphore, cette fois, de la conjonction de subordination si, rend bien compte de son effort d'imagination. Il se met en situation. Bref, tout cela peut se résumer au fait que habiter la peinture lui permet de trouver un asile, un refuge. En fait, il faut bien comprendre l'opération complexe opérée par le critique. On peut y voir une double mise en abîme. Je rappelle que la mise en abîme est un procédé qui consiste à représenter un motif dans le motif et, à plus forte raison, une œuvre dans l'œuvre. Alors, d'une part, l'auteur produit une description artistique, elle relève d'un art, d'une autre œuvre d'art qui est, je le rappelle, le tableau, la grande galerie du Louvre en ruine d'Hubert Robert. Mais d'autre part, le tableau lui-même contient aussi une œuvre, ou plutôt les restes d'une œuvre, en la présence des ruines. En effet, l'écriture de Diderot permet d'esthétiser les ruines et de les hisser également au rang de chefs-d'œuvre du temps. Si on prend un peu de recul face aux enjeux de ce passage, on peut poser le fait qu'il rend compte d'une expérience esthétique et qu'il en retranscrit les effets sur l'être. Pour faire simple, on peut constater un double phénomène. L'œuvre permet de s'abstraire de l'espace réel et donc de s'en libérer en rejoignant un espace qui serait imaginaire, de rejoindre un monde sûr, plus libre, je cite, donc libéré des relations importunes, un monde de douceur qui, je cite, rompt avec les embarras de la vie, c'est dit à la ligne 21, un monde enfin où il est possible d'être pleinement soi. C'est ce que évoque le dernier paragraphe. Le deuxième mouvement opéré, c'est que l'œuvre permet de fuir le cours cruel du temps. Les ruines rappellent à l'homme qu'il est mortel, que, je cite, tout périt, tout passe. C'est à la ligne 2. Il rappelle que notre existence est éphémère. Mais, en fait, les œuvres font naître aussi la volonté de suspendre le temps. À la fin du premier paragraphe, la métaphore du torrent que le jeu évite en s'arrêtant à son bord et en fendant les flots, exprime ce vœu d'immortalité. S'il s'exclame « je ne veux pas mourir », c'est qu'il veut échapper au péril des ruines et donc résister au temps. Donc l'art et la beauté seraient une tentative de suspendre le temps. Pour me résumer, la rupture est donc tout à la fois spatiale, il s'agit d'être n'importe où hors du monde, comme dirait Baudelaire, et la rupture est aussi temporelle, puisqu'il s'agit de rejoindre ni plus ni moins que l'éternité. Un dernier enjeu serait à mettre en évidence, et il s'agit d'un enjeu d'écriture. Comme vous aurez pu le remarquer avec le retour au moi et l'importance de l'émotion, cette critique de tableau est faite sur le registre du lyrisme. On retrouve alors une écriture poétique, bien davantage qu'argumentatif. Pour rendre la poésie du décor peint sur la toile, Diderot développe une écriture également empreinte de poésie. C'est aussi simple que cela. Outre les habituels thèmes lyriques que sont la nature et le temps qui passe, on peut voir le lyrisme à travers les efforts rythmiques et musicaux déployés par le style de Diderot. Le recours systématique au rythme ternaire, par exemple à la ligne 1, tout s'anéantit, 1, tout périt, 2, tout passe,
hein, ou bien encore à la ligne 22, enfin 23, la fin, je puis me parler tout haut, 1, m'affliger 2, verser des larmes sans contrainte 3. Vous voyez, donc ces rythmes ternaires permet de donner un élan à la phrase, un élan à une phrase riche de l'enthousiasme de l'observateur. Les anaphores, celle de c'est la queue, on en a déjà parlé, participent de la même amplitude. C'est un véritable souffle lyrique qui se lit à travers ces jeux d'accumulation. La dernière phrase, avec son allitération en me, frappe par sa douceur. Je puis me parler tout haut, m'affliger, verser des larmes sans contrainte. Tout se joue ainsi sur les lèvres. Bref, la prose flirte avec la poésie dans un texte qui se fait l'écho de la beauté visible et sensible sur la toile. Comme annoncé tout à l'heure, je termine cette vidéo en vous proposant un plan efficace. Je le commente rapidement puisqu'il n'est jamais que la synthèse organisée de ce qui précède. Alors, un premier axe se pencherait sur la méthode adoptée par le critique pour rendre compte du tableau. On mettrait alors en valeur le recours à la subjectivité. On pourrait se pencher sur le motif dans le motif et montrer comment le texte habite de l'intérieur le tableau. Et terminer sur la place que prend l'imagination dans cette contemplation de la toile qui se voit alors réinventée. Un deuxième axe approfondirait ce qui est dit de l'expérience esthétique. Nous verrions d'abord le fait que l'esthétique, chez Diderot, revient à son sens premier, c'est-à-dire à ce qui touche les sens. Il s'agit donc d'une expérience sensorielle. Les deux autres sous-parties développent l'effet de libération que produit l'œuvre d'art. Elle permet donc de dépasser les limites du temps, d'une part, c'est le petit b, et celle du monde, d'autre part, c'est le petit c. Tout cela pourrait se nouer en deux problématiques possibles, peu importe. Les voici qui s'affichent. Je vous laisse en prendre connaissance. Reste que je rappelle que un plan ressort toujours un peu du bricolage et que sans doute vous avez su faire autre chose qui sera également très bien. J'espère que cette correction vous rassure un tout petit peu. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. N'hésitez pas éventuellement à partager vos commentaires et je vous dis non pas à l'année prochaine, mais à bientôt pour une autre vidéo.